Bonjour à toi, cher spectateur qui aime les films d'horreur mais avec un concept. Et Dieu sait que sur cette chaîne on aime les concepts, parce qu'on va parler du nouveau long métrage d'un cinéaste qui va être très prolifique cette année puisqu'on compte déjà deux films à son actif, un maintenant et un dans un mois. Presence de Steven Soderbergh. L'histoire, je pourrais me limiter simplement à, c'est une histoire de maison hantée, mais du point de vue de la présence qui hante cette maison. Je vais quand même vous en dire un petit peu plus. Il y a une famille qui débarque dans cette maison, la présence commence à vouloir rentrer en contact avec eux, et la présence va se rendre compte que la jeune fille de la famille la voit, ou en tout cas la ressent, et les deux vont essayer de rentrer en contact l'une avec l'autre. Ça me semble être bien pour vous donner une petite base autour de ce film. Et pour en parler avec moi, je suis très content de retrouver Kevin. Mais moi aussi. Comment vas-tu? Très bien. euh, Presence, donc sur le papier, je pourrais vous dire que Steven Soderbergh, ça fait je ne sais combien de temps qu'il nous dit qu'il va partir à la retraite, ça n'est pas le cas. Le bougre est quand même très actif, fait beaucoup de films, expérimente énormément. Je pourrais vous dire qu'il a bossé sur des longs métrages quasiment entièrement à l'iPhone parce qu'il avait envie d'expérimenter. Je pourrais vous dire qu'il a voulu proposer des expériences de cinéma qui soient complètement originales et qui essayent de tester le numérique pour voir si on peut réellement faire des films avec des appareils photo comme beaucoup de cinéastes aiment à croire qu'on peut le faire. Et il a démontré que c'était le cas. Je pourrais vous dire qu'il est... Je ne sais même pas si on peut dire prolifique à ce stade-là, tellement le gars, il enchaîne les projets à gauche et à droite. Comme je disais, il y a un film qui sort là de lui, et dans un mois, il y a un autre gros film qui sort avec Michael Fassbender en tête d'affiche dans les salles de cinéma. Je pense qu'on n'est pas prêt de ne plus entendre parler de Steven Soderbergh, tellement il a envie d'expérimenter avec le cinéma. Et ce long métrage en est la parfaite démonstration, puisque sur le papier, si on pouvait se dire « Ah tiens, c'est surprenant, Steven Soderbergh qui décide de faire un film d'épouvante d'horreur, pourquoi pas ?» Mais bien évidemment, Steven Soderbergh, il ne fait pas juste un film d'horreur pour le plaisir. Il se dit, il faut quand même qu'il y ait un petit twist, un petit truc qui fasse que mon film détonne. Et c'est là qu'il arrive et qu'il dit « Bah ouais, mais on a fait plein de films d'horreur où on voit des familles débarquer dans des maisons et des maisons qui sont hantées. Mais... la présence qui hante cette maison, est-ce qu'on s'y intéresse? Et c'est là qu'on se retrouve avec Presence et son concept assez original sur le papier. Et c'est là que je me tourne vers toi, mon cher Kevin, et que je te demande ce que tu as pensé de Presence. J'ai bien aimé, en vrai. Il y a vraiment des choix de mise en scène, des choses qui font que le film est intéressant, et en plus sa durée assez courte fait qu'on ne s'ennuie pas. Euh, Maintenant, je trouve que le film est un peu prisonnier de son concept par endroits, notamment sur le dernier acte. Mais on y reviendra, je pense. Tout à fait. Alors moi j'ai un peu plus été enthousiaste par le film, je t'avoue. Je trouve que on sent que Soderbergh, encore une fois, moi c'est ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est un cinéaste qui est créatif constamment et qui, même si là le film est vraiment comme tu dis, je trouve que tu as très bien utilisé le mot, il est un peu prisonnier de son concept mine de rien, même si je vais le défendre, je pense, pendant une grande majorité du film, cette idée qui je trouve est très originale. Le film est un peu enfermé dans cette conception un peu monocorde de on suit une présence et on est cette présence. Point. C'est-à-dire que la caméra, c'est un point de vue subjectif. On est réellement dans un film où l'objectif, c'est de faire en sorte que la caméra ne soit pas uniquement, on va dire, en dehors du récit. Elle est inclue dans le récit, elle fait partie de la mise en scène. Je dirais pas qu'on est sur un fan footage, mais on est vraiment sur un film subjectif. L'objectif, c'est réellement de se mettre à la place d'un personnage et d'être dans un film POV, quoi. L'objectif, c'est uniquement ça. Donc, il y a des moments où c'est intéressant, il y a d'autres moments où on se dit ouais, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une mise en scène comme ça? Après, pour le coup, c'est réellement prenant, c'est hyper immersif, c'est très angoissant, ça joue beaucoup sur plein de cordes émotionnelles qui font qu'on est pleinement investi dans l'histoire. Et comme tu dis, c'est court, et il n'aurait pas fallu que ce soit plus long. Non. Parce qu'honnêtement, ça aurait duré 1h40, je pense que non, les gens n'auraient pas adhéré à ce concept, clairement pas. Tu disais qu'il y avait beaucoup de... Enfin, que tu ressentais beaucoup d'angoisse devant le film. Mais j'ai trouvé que l'angoisse était un peu décalée par rapport à ce que l'affiche ou la promesse d'un film d'horreur en général peut faire. Là, on est plus sur de l'angoisse... Enfin, je sais pas hein, si c'est ce que toi tu as ressenti, mais de l'angoisse plus humaine en fait par rapport au personnage. Complètement. En fait, au bout d'un moment, sans spoiler, on voit que les mécanismes habituels du film d'horreur avec les jumpscares ou des trucs comme ça vont pas être utilisés ici, mais qu'on va plus suivre du coup la famille dans leurs relations, les mécaniques qu'ils ont entre eux et tout ça.
notamment le rapport entre la mère et le fils, et le non-rapport avec sa fille. Et du coup, les trucs qui s'opposent un peu entre eux. Et du coup, c'est plus ça qui va nous saisir, en fait, et nous donner un peu une sorte de vertige par moment, que la peur en elle-même, en fait. Ouais, Que ouais. la peur vraiment tel que le genre la, la- la suggère normalement, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as complètement raison. En fait, ce qui, je trouve, fait l'originalité de la base de ce film, c'est qu'on se retrouve devant un film d'horreur, entre guillemets, qu'on pourrait qualifier de naturaliste. Mm. Et sur plein de points, c'est un peu dommage qu'il ne soit pas encore sorti en France, malheureusement, mais il y a un film qui va sortir qui s'appelle In Violent Nature, qui a un peu cette même originalité d'aborder le genre horrifique. Mm. Bon, là, c'est vraiment le slasher pur et dur et c'est beaucoup Ouais. plus gore, mais avec du naturalisme, c'est-à-dire avec ce côté très épuré, cette idée que le cinéma doit accompagner une démarche où on se poserait la question de justement est-ce que l'objectif c'est réellement de raconter une histoire ou simplement de suivre des personnages dans un instant qui resterait suspendu et où l'objectif c'est pas d'avoir une linéarité de narration et de dramaturgie mais plus quelque chose d'éparse où on se dit on va voir un truc, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Oui, parce que c'est très fragmenté au final. C'est ça, c'est ça. C'est clairement un film qui se construit en fait autour de moments de vie, autour d'instants où il va y avoir la présence qui va prendre un peu plus de place, où elle va juste se contenter d'être témoin et de regarder une situation et de voir une évolution, ou au contraire chercher à comprendre pleinement que ces personnages à ce moment-là, ils vont être intéressants à suivre et à d'autres moments non. En fait, c'est ce que je me suis demandé au début. Je me suis dit comment Soderbergh va réussir à gérer une temporalité aussi grande, j'ai l'impression, avec le concept quand même de rester sur le point de vue de la présence. Est-ce qu'il va faire des transitions? Est-ce qu'il va y avoir des idées qui vont sauter à gauche ou à droite? Et c'est plutôt bien fait. On aura l'occasion de l'évoquer par le biais de la mise en scène, mais je trouve qu'il a vraiment eu des vrais instants de génie pour se dire comment jouer avec le temps dans un truc où justement tu serais enfermé par le fait que ta caméra elle est subjective. Mm. Et je trouve que c'est plutôt original sur plein de points. Bah, il est monteur, je crois, de métier en fait. Donc je pense que ça. Enfin, le peu de coupes qu'il y a dans le film, elles sont bien choisies et en fait ça amène justement à ce que le récit en fait passe d'un moment à un autre, comme tu dis, de vie, de manière assez. Parfois assez brutale, Ouais. mais des fois. Enfin, mais toujours assez naturellement. Donc, clairement. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Donc le scénario est développé par David Coep. David Coep, je pense que vous voyez qui c'est. Si je devais résumer le CV de David Coep, je dirais... J'ai envie de commencer par quoi? Par Jurassic Park? Oui, je peux commencer par Jurassic Park. C'est un film avec des dinosaures. Hein. Oui, je crois. Pas très connu, un petit succès. Non mais voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. David Coep, c'est un mec qui a souvent fait des grands écarts. C'est un mec qui aime beaucoup le cinéma d'épouvante et de genre. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est quelques réalisations, parce qu'il n'y en a pas non plus 10 000. Il y en a la moitié, c'est des films de genre ou des films d'épouvante. Bah, son premier en tout cas. Ouais, c'est ça. Et bah, il y a Fenêtre secrète aussi. Il y a Hypnose surtout. Hypnose, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aime le cinéma de genre et qui aime en tout cas explorer les possibilités de ce cinéma-là. Alors, je vais pas vous mentir, moi je trouve que le scénario de Presence est bien, mais vraiment pas très original en fait. Non, 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 mais il a un côté, ce qu'on disait un peu en off, il a un côté un peu à l'ancienne où en fait il va pas chercher à révolutionner l'écriture, mais en tout cas, les personnages sont très bien caractérisés. Enfin, surtout dans le cinéma d'horreur, c'est quand même souvent ce qui fait défaut Je comprends pas ce que tu veux dire. à l'écriture. Pas du tout. Mais il arrive vraiment à caractériser les personnages. Et j'ai un doute, mais tu vas peut-être me le confirmer. Le film, mais par la mise en scène, mais par d'autres aspects, m'a un peu fait penser à Panic Room. Oui. Et je crois que c'est lui qui l'a écrit. Tout à fait. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Tu as réussi à faire un très joli pont. Mais oui, oui, il y a beaucoup de relations et de corrélations à faire entre Panic Room et Presence parce que déjà, il y a le lieu qui enferme les personnages. Ça, c'est déjà un point qui peut être lié avec Panic Room. Au-delà de ça, moi, ce qui me plaît aussi, c'est que j'ai la sensation que David Coep, il a eu envie de créer une structure narrative où, dans un premier temps, l'objectif n'est pas de créer une dramaturgie, mais de laisser la dramaturgie vivre et prendre place. En fait, ce qui est très surprenant, c'est qu'il ne faut pas vous étonner si pendant 40 minutes, vous avez l'impression de ne pas voir de réelle avancée dramatique. Je pense que c'est un choix. Et c'est pour le coup la très bonne idée qu'a eu David Coep. C'est-à-dire que vu que, comme l'a dit Kevin, il a très bien su caractériser ses personnages, les mettre en place, poser les relations, les conflits, on va dire les envies ou en tout cas les passions des personnages,
et ben il n'a pas besoin de plus forcer que ça en fait ce qui se passe à l'écran. C'est-à-dire s'il y a un problème familial, il va venir tout seul. S'il y a une envie de vouloir simplement créer un rapprochement entre deux personnages, ça va venir tout seul. Si on veut montrer que la présence ça va avoir un impact ou non, ça vient tout seul. Et c'est la très grande intelligence de David Coeb, c'est d'avoir su se dire, mes personnages sont caractérisés, laissons-les vivre. Ça sert à rien de forcer la dramaturgie et ça sert à rien de trop l'appuyer. Mon petit souci étant qu'au bout de 40 minutes, il se passe des choses qui ont été placées de manière très subtile dans la première partie, qui prennent beaucoup plus de place dans la deuxième, qui je trouve sont pas très subtiles. Je vais pas vous les spoiler parce que ce serait vraiment dommage que vous ayez tous les tenants et les aboutissants, mais disons qu'il y a un blondinet un peu insupportable qui débarque et qui je trouve est pas très subtil en termes de composition. C'est pas un personnage qui est très fin. Il casse un peu l'harmonie Ah bah punaise de l'écriture sur la famille. Je vois pas ce que tu veux dire. Tu voudrais dire qu'il arrive avec des gros sabots que... Non mais en soi, en plus c'est plutôt intelligemment fait dans le sens où effectivement il y a des détails qui sont posés par des petites touches sur le premier quart d'heure, 20 minutes. Et c'est logique, quelque part, ce qui arrive, mais... Ouais. En fait, c'est le seul personnage qui est mal écrit. C'est ça, en fait, je saurais même pas dire si c'est un problème de maladresse de composition ou si c'est vraiment juste, comme tu dis, que le personnage est super mal écrit et qu'il est maladroit comme c'est pas permis. Parce que, en soi, l'arrivée de ce personnage est essentielle à la progression de l'héroïne principale et à la place de la présence, qui aura un impact au fur et à mesure que la narration va avancer. Mais le problème, c'est que ce personnage, on dirait qu'il vient d'un autre film. C'est très bizarre, je ne saurais pas vous dire précisément comment, mais j'ai l'impression qu'il vient d'un thriller beaucoup plus manichéen que ce qui se place justement dans un premier temps comme une espèce de thriller psychologique où justement on voudrait jouer plus sur qui est cette présence, pourquoi elle est là et pourquoi elle veut avoir un impact avec cette jeune fille. Et le problème c'est que plus on avance, plus on se laisse porter par l'histoire, plus on se laisse embarquer, plus ce personnage, on se dit qu'il est vraiment avec des énormes sabots au milieu d'un magasin de porcelaine où il faudrait au contraire avoir des petites chaussettes délicates. Je pense que oui, le film perd beaucoup de points sur cette conclusion-là, en fait. Enfin, pas forcément sur la conclusion en elle-même, mais sur le dernier acte, en fait. Ouais, c'est ça. Sur la manière avec laquelle ce personnage est amené. Mais parce que c'est dommage, encore une fois, parce que je vais pas vous spoiler, mais disons que ça amène un retournement de situation finale qui, je trouve, est très subtil, très élégant et que je m'attendais pas forcément à avoir, même si ça avait été placé de manière subtile. En fait, il y a plein de thématiques qui sont jalonnées au fur et à mesure que le récit avance, où on se dit pourquoi c'est amené. On parle de suicide, on parle de personnages qui seraient potentiellement morts avec de la drogue, on parle de deuil, on parle de remise en question du deuil, on parle aussi de relations conflictuelles avec des parents, on parle de la relation qu'on peut avoir avec le succès et avec le fait de réussir ses études, là où au contraire, par le biais d'une action qui a eu un impact fort sur la psychologie d'un personnage, celui-ci ne peut plus avancer et donc ne peut plus réussir. C'est très intelligemment fait parce que cette famille, c'est un très joli microcosme qu'a développé David Coeb parce qu'il y a énormément de conflits dans cette famille, des conflits qui sont plus ou moins subtils ou plus ou moins intelligemment amenés, mais qui ont de l'impact émotionnel sur le spectateur parce qu'il y a une identification qui est vraiment évidente quant à ce que ces personnages sont en train de vivre. Et c'est vrai que on a cette sensation qu'il y a énormément de choses qui sont structurées et que comme dans beaucoup de films d'épouvante malheureusement, tout ça n'a pas forcément de cheminement ou en tout cas de logique à la fin. On se dit pourquoi il y a cette médium qui débarque. Est-ce que c'était vraiment utile d'avoir ce personnage? Est-ce que c'est vraiment utile d'amener une mère qui ne se remet jamais en question, même jusqu'à la fin, pour avoir cet objectif-là? Et tu vois, c'est que des petits trucs comme ça où je me dis que David Coeb, c'est un très bon scénariste pour placer une situation, mais qu'il lui faut toujours un petit coup de main pour réussir à amener la conclusion de son récit. Alors je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais j'ai toujours eu cette impression qu'en fait, c'est un mec qui a vraiment tous les bons outils pour placer les films, mais qu'au moment où il faut les conclure, il galère toujours un peu. Il ne sait pas comment amener ça subtilement, ou il ne sait pas comment déstructurer son récit pour justement faire en sorte que ça épouse une autre forme ou une autre possibilité. Et c'est un peu dommage, je trouve. Ouais, parce que en fait, ça annule l'expérience. Enfin, moi, ça a été mon ressenti, en fait, c'est que il manquait pas grand chose en fait pour que le film soit non pas un chef-d'œuvre mais au moins une bonne expérience de cinéma, enfin une vraie bonne expérience. Et les petites erreurs en fait, les petits défauts font que tout de suite ça le fait retomber sur des rails beaucoup plus classiques, là où la mise en scène pouvait justement promettre d'autres choses. Clairement. Je sais que je viens de trouver la transition parfaite pour la mise en scène. Exactement.
Et avec cette transition parfaite, on peut passer sur la mise en scène du coup. Steven Soderbergh, donc comme je l'ai déjà un peu évoqué au début, on va pas non plus avoir 10 000 trucs à dire parce qu'en fait sa mise en scène est, je dirais pas monocorde, mais en tout cas il a choisi ce parti pris très atypique et très particulier de vouloir faire en sorte que sa caméra soit le point de vue de la présence. Donc à partir de là, il n'y a pas non plus énormément de changements de focale, il n'y a pas un immense jeu de construction du cadrage. L'objectif c'est surtout de jouer sur une scénographie très libre, sur un caméraman qui peut vraiment se balader partout, et sur une photographie qui va énormément jouer sur la mise en scène de l'espace. Parce que du coup, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il joue en fait sur une déformation du cadre qui fait que tu te retrouves à quasiment avoir des fisheyes à certains moments. Oui, je pense qu'il doit tourner au minimum au 16 ou 24 mm, Je pense. pour avoir ce rendu-là. Mais moi, je suis pas d'accord. Je trouve que le cadre, il le travaille quand même. Ouais. Maintenant, je trouve que... Et je suis pas certain qu'il change de focale, justement, pendant le film. Je pense pas, Ce qui fait qu'il y a des scènes, notamment sur la fin... J'ai un tout petit doute, j'ai 2-3 scènes où j'ai la sensation qu'il joue sur un très léger changement de focale, ou en tout cas une légère déformation encore plus appuyée du cadre. Il y a en fait des plans où je trouve que quand il se rapproche, notamment de Chloé, il joue beaucoup sur le fait que d'un seul coup la caméra elle commence à... Tu sais, légèrement se déformer comme ça sur les bords. Ah ouais, j'ai pas trop je remarqué. crois, hein, je suis pas sûr, possible. mais j'ai la sensation qu'à certains moments ça fait cet effet-là. Donc je pense qu'il y a une légère déformation ou un changement de focale, ou si ce n'est un changement de focale, en tout cas il y a une déformation du cadre. Ouais. Je pense qu'il y a juste ça. Mais tu vois, je pense que... Alors peut-être qu'il y a ces petites modifications dans l'image, mais je trouvais que justement, quand je disais qu'il était prisonnier de son concept, ça se ressent aussi dans la mise en scène, par endroits, et notamment sur la fin. Alors sans spoiler, hein, je vais essayer de pas spoiler, mais il y a un moment où l'action s'intensifie sur la fin. Et on voit que comme il a pris le parti d'être à une focale quelle qu'elle soit, en fait, il peut pas se rapprocher de l'action ou intensifier le truc. Il peut pas tout à coup se mettre à faire du Paul Greengrass, tu vois. Voilà. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu veux dire caméra à l'épaule en mode... Ouais, voilà. Non, mais et du coup, en fait, il a recours à certains artifices, notamment une espèce de shaker de l'image par endroit. Et je trouve que ça, c'est pas bon. Oh, moi j'ai trouvé ça. En fait, cet effet, il est. En fait, c'est je pense une facilité parce que. Oui, voilà. En fait, c'est clairement ça. En fait, c'est que, comme tu le dis, pour moi, c'est juste un aveu d'échec, en fait, d'une certaine manière. oh, j'irai pas jusqu'à dire un aveu d'échec. En fait, je pense que Steven Soderbergh, de toute façon, ça a toujours été quelqu'un qui, s'il doit se servir de la technologie, il faut que ça ait une réelle incidence en fait sur la manière avec laquelle il structure son récit. En fait, moi, ce qui m'a toujours surpris chez Soderbergh, c'est que les effets spéciaux sont rares en fait dans son cinéma. C'est un mec qui aime beaucoup justement le fait de palper quelque chose de concret à l'écran. Et c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, j'essaye de prendre du recul vraiment sur sa filmographie pour voir s'il y a des films où il y a vraiment eu des gros effets spéciaux. Solaris, hein, peut-être. Bah, c'est tout en fait. Et encore, même ça, il essaye d'épurer le truc le plus possible et de se baser réellement sur des décors concrets et palpables. C'est-à-dire que s'il doit y avoir des effets spéciaux, ça ne va pas avoir une incidence sur le relationnel que la caméra va entretenir avec les acteurs. Ouais. Mais sinon, tu regardes tous ces films, moi je pense à un très bel exemple que beaucoup de gens détestent, mais que moi j'adore, c'est Piégé. Dans le genre, il a choisi d'épurer le plus possible sa mise en scène pour que l'action à l'écran se ressente de manière palpable. Les scènes de baston dans Piégé, c'est que des plans fixes. Et ça bouge pas. Et c'est impressionnant du coup, parce que la violence, elle est palpable, vu qu'en plus il a pris une actrice qui à l'époque était surtout connue pour être une cascadeuse et non une actrice. Ouais. Et ben ça donnait un truc concret. Et en fait, je trouve qu'ici, si je devais avouer un truc, je dirais pas que c'est un aveu d'échec, mais je pense que Soderbergh a voulu le plus possible que sa mise en scène soit concrète. Donc qu'elle soit présente dans le cadre, donc qu'elle soit présente dans cette maison. Ce qui fait que par exemple, pour refaire le lien avec Panic Room, il ne fait pas des effets de transition, genre la présence traverse les murs ou traverse une porte. La présence se balade dans cette maison, mais en suivant le même chemin que ferait un être humain. Elle prend des escaliers, elle traverse des portes. Et d'ailleurs, il s'empêche pas de... Enfin, l'image est pas... Enfin, je pense qu'il y a un peu de steadicam, mais... C'est pas lisse. C'est pas lisse, voilà. Elle est pas flottante. Planant, comme dans Panic Room. Mais... En fait, c'est vraiment une présence. Oui. C'est pas un fantôme, c'est une présence. C'est quelqu'un qui est concrètement dans ce lieu et qui, certes, n'est pas vu par les autres personnages, mais est là, en fait. C'est un être humain.
C'est un être humain juste qui est désincarné et qui erre dans un endroit que visiblement il a connu. Et c'est ça en fait qu'il a voulu épouser comme point de vue. Mais c'est très intéressant parce que du coup, il épure le plus son film. Sa mise en scène du coup accompagne des situations. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais tous les tableaux sont en plan séquence. C'est une série de plans séquences où littéralement il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de raccord, il n'y a pas de changement de plan, genre il ferait des rideaux, des effets de porte ou des trucs comme ça. Il joue avec le côté vertical aussi de la maison, en fait. C'est Il ça. passe d'un étage à un autre. Non, non, c'est pensé et c'est bien construit. Et c'est là où ça m'a fait penser aussi à Panic Room, mais en prenant le contre-pied. Comme tu disais, en fait, la caméra... Enfin, quoique dans Panic Room, la caméra soit aussi un personnage à part entière, mais elle n'est pas dans la diégèse du film, contrairement à là. Voilà. Et du coup, là, dans Présence, j'allais oublier le titre, et ben, on a justement la pesanteur de la caméra, mais quand même, par exemple, il y a des séquences entières où je sais pas, il y a un dîner, par exemple, entre les membres de la famille. La caméra en fait se pose toujours au bon endroit. Il y a quand même un regard quand même artistique. C'est pas juste, c'est ce qui différencie, je pense, du found footage ou ce genre de parti pris là. C'est que là, il y a quand même l'idée que certes le truc se déplace et on accompagne cette présence, mais qu'à chaque fois qu'il choisit un cadre, c'est quand même pensé comme un cadre de cinéma. Complètement. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, mais je pense que Soderbergh l'a aussi pensé ainsi. Il se projette en fait dans cette présence. Enfin, si on veut vraiment faire prout-prout, pédant et autoriste, la présence est une caractérisation du metteur en scène qui, dans un jeu de voyeurisme, s'amuse à filmer ses acteurs. Et ce qui est très intelligent et qui crée une espèce de côté ludique à sa mise en scène, c'est que vu qu'il y a plein de regards caméra, puisque cette présence fait partie de la diégèse du film, il y a des moments suspendus où, en tant que spectateur, on est directement inclus dans le récit. Et j'ai trouvé ces instants très intéressants. Enfin, quand la médium, elle arrive, le regard caméra qu'elle fait, il est génial. Il te met une espèce d'incidence dramatique dans l'instant qui, je trouve, est très impactante. Et pareil pour le premier regard qu'a Chloé dans notre direction. Il est vraiment très cool et il amène tout de suite une émotion qui fait qu'on est inclus dans le récit. Et ça, c'est un point, je pense, qui a intéressé beaucoup Soderbergh, c'est de faire en sorte que le spectateur, au-delà de regarder ses personnages, d'être dans une position de voyeurisme qui fait que c'est un petit peu amusant et ludique de suivre ces personnages, de se dire on est inclus dans la digeste du film, le fait de l'inclure directement par des regards caméra, moi, je trouve que ça amène une incidence émotionnelle qui fait que directement en tant que spectateur, tu dis ah, punaise, je suis inclus dedans en fait. Je suis là, je suis cette présence quoi. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est l'idée que la maison soit aussi un personnage à part entière. Que on se sente jamais perdu en fait dans la maison, qu'on comprenne peu à peu, et d'ailleurs assez rapidement, où sont les chambres, où sont les... Enfin voilà, il y a quand même l'idée que... Et c'est là aussi où ça faisait penser à Panic Room, c'est que dans Panic Room, la cartographie de la maison, de cette immense maison de Jodie Foster, elle est très établie et puis c'est aussi un personnage à part entière. Et ça me faisait penser aussi, mais dans un autre délire complètement, à Here aussi de Zemeckis, où, alors dans le total opposé, où la caméra là, est immobile pendant tout le film, mais à quel point la maison est un personnage en fait pour les autres personnages. Et c'est vrai qu'on peut faire le lien parce que c'est le même type de maison, très américaine, oui, sur 2 étages, avec vraiment un corridor très concret. Enfin, en fait, c'est rigolo, c'est vrai que tu fasses le lien entre ces deux films parce qu'on est dans 2 expérimentations très différentes, mais qui ont pour même objectif de créer une scénographie qui soit atypique dans le regard autour de la famille. Il y en a une, c'est au travers de je ne sais combien d'années, enfin c'est littéralement d'un lieu qui vit des dinosaures jusqu'à de nos jours. Et c'est vrai que là, ici, c'est un petit peu l'inverse, mais même un truc que je trouve très bête, les 2 films se finissent de la même manière. Sans forcément trop rentrer dans le détail, ceux qui auront vu les 2 films comprendront, les 2 films ont la même manière de terminer en termes de scénographie. Et je trouve ça très intelligent, c'est vrai, de faire le lien entre ces 2 longs métrages qui sont une expérimentation totalement opposée dans la manière de concevoir la scénographie. L'un est fixe, l'autre est constamment en mouvement, mais les 2 ont un regard artistique par le biais de quelque chose qui devrait être anti-artistique, justement. Mais justement, je pense que là où je trouve que Présence est prisonnier de ce concept, je trouve que Here arrivait à l'incarner jusqu'au bout en fait. Parce qu'après, Here a le génie, je pense, de Robert Zemeckis, qui est également scénariste et qui est également dans une espèce d'envie de vouloir tellement aller loin qu'il réfléchit ses concepts très très loin, là où Soderbergh est
expérimentateur, on va dire, de cadrage et de scénographie qui fait que lui, il est moins dans l'envie de vouloir faire des choses qui soient complétées par une écriture. Lui, son objectif, c'est surtout de créer une expérience dans laquelle le spectateur va pleinement se plonger. Et encore une fois, moi, je trouve que réellement ici, on est du début à la fin complètement plongé là-dedans. Et après, encore une fois, c'est bien de le préciser, on a 2 films qui sont aussi diamétralement opposés dans leur manière d'aborder la longueur, puisqu'il y en a un qui dure 1h45, si je ne dis pas de bêtises, et lui, il dure 1h20. Et dans 1h20, tu peux te dire, allons à l'essentiel, ne perdons pas de temps et ne faisons pas en sorte non plus de trop tirer sur la corde en faisant trop avec des personnages qui seraient un petit peu trop excessifs dans leurs relations ou dans leurs rapports, et si on nous limitait vraiment à l'essentiel. Et je pense que Soderbergh a voulu vraiment épouser ce point de vue au travers d'une mise en scène qui se veut vraiment hyper immersive, mais qui, on le sait, au bout d'un moment, sera soit lassante, soit stagnante, soit n'arrivera plus à utiliser ses effets correctement pour réussir à marcher sur nous. Bah, disons qu'il peut y avoir un truc qui le twiste un peu à un moment donné, mais là en l'occurrence, sans révéler, mais comme on disait pour l'écriture, c'était pas forcément le bon choix. Ouais, c'est ça. Et puis il n'y a rien qui surprend dans la mise en scène de Soderbergh à partir du moment où il y a cette bascule. Disons qu'il crée de l'angoisse, là-dessus c'est très très bien fait. Justement, mais je reviens sur le fait que c'est à partir de ce moment-là où il utilise des outils un peu plus classiques. Justement, ce petit checking, shaker d'image là, pour moi c'est rajouté en post-prod, tu vois. C'est évidemment de rajouter en post-prod. C'est vrai que ça aurait été rigolo de le faire directement sur le plateau, d'essayer de faire une vibration qui soit créée par un cadreur. Mais du coup, en fait, on comprend que c'est la réaction de la présence par rapport à ce qui se passe. Mais je trouve que ça fait vraiment très artificiel. Là où justement tu disais que, et je suis assez d'accord qu'il y a un côté vraiment naturaliste à l'ensemble du film. Là je trouve que c'est vraiment les petits trucs en plus de ce qui se passe qui est du coup un peu moins bien écrit. C'est un peu le truc qui... Je parlais d'aveu d'échec, c'est peut-être un peu fort, mais c'est un peu le petit truc de goût, quoi. De limite, ouais. de blocage entre guillemets de composition. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je te propose qu'on passe au casting. Casting qui est tout de même plutôt classe, je dois avouer. Bon, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs à retenir, honnêtement. On va vous en citer 4 parce que sinon ça servirait quasiment à rien de citer les autres. Lucy Liu, qui est plaisante à retrouver au cinéma parce que je pense que ça faisait un bon petit moment qu'elle n'avait pas fait du cinéma. Elle fait beaucoup de séries télé et elle fait beaucoup de téléfilms, mais on la voit plus tant que ça au cinéma. Ça fait plaisir de la revoir. Chris Sullivan, qui est très bon dans le rôle du père. Kalina Liang, qui joue donc Chloé, et Eddie Maidey, qui joue donc Tyler, donc frère et sœur. Tu dis Kalina Liang. Je trouve qu'elle est justement, elle est assez impressionnante. Ah bah moi c'est celle qui m'a le plus marqué. Elle apporte le film en fait. Eddie Maidey a quand même quelque chose de très fort. Je trouve que l'acteur est vraiment bien dans un espèce de rôle de frangin un peu insupportable et ça fonctionne bien. Il faut quand même qu'on parle sans trop évoquer son rôle de Westmoreland. Il va falloir bosser, hein. Parce que la caricature du blondinet, là, ça passe pas trop et j'avoue que ça m'a un peu sorti du film, même par moment. Hein. C'est pas fou. Et par contre, Lucy Liu et Chris Sullivan sont tous les deux très bons. Je trouve qu'ils ont un jeu qui est diamétralement opposé dans l'interprétation d'un père et d'une mère. Lucy Liu étant une mère assez distante et rigide, clairement. Et Chris Sullivan offrant vraiment le rôle d'un père qui, je trouve, est... bienveillant, enfin il est tendre, on a envie de l'aimer en fait ce père, il est là, il est protecteur sans être surprotecteur, il est compréhensif sans être dans le cliché du nounours qui aurait tendance à vouloir tout croire et tout accepter. Non, il est très très bon. Et Kalina Liang, bah, comme tu commences à l'évoquer, c'est vraiment celle qui ressort le plus de ce casting parce que le rôle est compliqué, parce que jouer avec la caméra de façon concrète, ça peut vite devenir un peu un espèce de jeu de facilité qui nous ramènerait à... j'ai pas envie d'être méchant, mais qui nous ramènerait à Oui Oui ou au dessin animé de notre enfance où il y avait des... ou Dora qui aurait tendance à nous dire « Peux-tu me dire où se trouve la présence? Est-elle ici ?» Voilà, ça peut vraiment être le risque, je pense. Là, vous en doutez bien, je fais de la caricature. Ça aurait été un autre parti pris. Mais elle arrive justement très bien à doser ça pour faire en sorte qu'en tant que spectateur, on se sente inclus dans son jeu. Et j'ai trouvé ça très fort en fait, parce qu'elle inclut une intimité avec nous qui m'a vraiment bouleversé par moments. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment tendre et de délicat qui se dégageait de ça, et ouais, ça m'a vraiment transporté. On croit en son deuil, enfin voilà, les émotions qu'elle traverse et tout ça, on y croit. Ouais, non, c'est très impactant. Enfin, je sais pas ce que tu as pensé de ce casting, toi, de manière globale, mais... alors c'est vrai que c'est un casting assez léger, entre guillemets, pour un Steven Soderbergh. Il n'y a que Lucy Liu, en fait, qui est vraiment là pour ressortir du lot. Justement,
c'est mieux que s'il avait mis, je sais pas, Timothée Chalamet. Enfin, tu vois, j'ai rien contre lui, mais un casting de star. Chris Pratt dans le rôle du père, Lucy Liu dans le rôle de la mère, Ouais, voilà, Timothée Chalamet dans le rôle du frère. Georges Clooney dans le rôle de la présence. Non, mais ça aurait forcément. Je trouve que c'est bien qu'il n'y ait qu'une star et encore une star qui. En fait, c'est ce qui a toujours été très intelligent avec Soderbergh, c'est qu'il sait s'entourer des bons acteurs pour juste donner une aura à son film, mais pas surplomber le récit. En fait, c'est très fort, mais parce que depuis maintenant, on va dire une bonne dizaine d'années, ces castings sont très équilibrés. Bon, il y a des castings encore, et je pense que le prochain qui va sortir est la parfaite démonstration du gros casting par excellence, mais il trouve l'équilibre parfois de petits castings où il y a une grosse star, ou en tout cas une star plus ou moins dépassée, comme ça peut être le cas avec Lucy Liu qui est plus trop à la page mais qu'on reconnaît quand même. Et sinon le reste du casting c'est des acteurs plus intimes, plus méconnus, mais qu'on va identifier et où on va se dire bah j'y crois en fait à ces personnages. Bah oui, je pense que là en l'occurrence ça sert complètement le propos. Hein. C'est ça. Non, ça fonctionne extrêmement bien. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de ce Presence? Bah, je retiens le concept, les choix de mise en scène, la caméra, enfin la liberté de la caméra et tout ça. L'interprétation de la jeune actrice aussi, dont j'ai déjà oublié le nom. Kalina Yang. Et une écriture qui est, bah, comme je disais à l'ancienne, mais c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas il y a un côté où on sait caractériser les personnages. Une écriture solide. Voilà. En tout cas sur sur le background des personnages. Et sur. Parce que si ça avait été foireux, bah, tout tombait à plat. Ah bah complètement. Et là, en l'occurrence, je trouve que ça amène assez d'huile dans le moteur, enfin d'essence dans le moteur, pour faire fonctionner le film. Ouais. Et ben ouais, non mais je vais te soutenir sur plein de points. En fait, je ferai le lien entre Presence et Paranoia. J'ai un peu menti en disant que c'était l'une des rares fois où Soderbergh se frottait à l'épouvante horreur. Bon, techniquement, Paranoia est plus un thriller, mais il y a quelques liens à faire entre les deux. En fait, il y a les mêmes défauts et les mêmes qualités. C'est-à-dire qu'on est sur un cinéaste qui prend en main un film avec un super concept, avec une vraie idée de mise en scène et avec quelque chose de très poussé, servi par une écriture qui, dans sa base, est solide, mais qui rapidement sombre dans des facilités de composition, et la mise en scène qui se retrouve un peu enfermée dans son propre concept. Ça reste un film hyper angoissant, hyper prenant, très bien joué, très bien interprété, très bien emmené par une galerie d'acteurs qui se donnent vraiment à fond pour leur personnage. Et c'est une expérience. Donc il faut le voir comme ça. Avec des maladresses, des facilités, des instants où on se dit « Ah, c'est un peu convenu, ah, tel acteur il joue pas bien, ah, telle situation, c'est un peu facile et un peu cliché. » Mais on ressort de Presence de Steven Soderbergh en se disant bah, « C'est quand même très original au sein du cinéma d'épouvante. » Construire un film comme ça, le poser ainsi devant nous et dire tiens, prends ça, et peut-être que tu y trouveras des maladresses, mais au moins tu te diras que tu as vécu un truc qui était assez unique, bah, c'est ça que je retiens en fait de Presence à la fin. C'est quelque chose de très original au sein d'un cinéma où on pourrait aller vers la facilité et où un auteur se donne les moyens de prendre des risques, quitte à un peu se casser les dents sur certains points. Mais il se les casse un peu. Et il se les casse un peu. Mais Presence de Steven Soderbergh, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Ça va peut-être vous mettre mal, mais c'est vraiment bien. Merci mon cher Kevin. Merci à toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, mais j'espère vite. Très vite. Inch'Allah, comme on dit dans le métier. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Tu n'as pas de présence chez toi, sur moi.